CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Alors, déjà 16h34, on fait des manœuvres techniques pour pouvoir parler à Pierre Jolicoeur, professeur de sciences politiques et vice-recteur associé à la recherche au Collège militaire royal du Canada. Alors, Julie a la main heureuse et nous avons donc avec nous en ligne professeur Pierre Jolicoeur, professeur de sciences politiques et vice-recteur associé à la recherche au Collège militaire royal du Canada. Bon après-midi, professeur Jolicoeur. Oui, bonjour, bon après-midi. Attendez-moi un petit instant, on doit pouvoir faire les ajustements qui s'imposent pour pouvoir donc entendre professeur Jolicoeur comme il se doit. Oui, professeur, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. J'espère que le son maintenant est corrigé. Corrigé et A1, comme on dit en bon français, professeur. C'est très bien. Alors, professeur, cette guerre en Ukraine, cette guerre qui n'en finit pas, ça a l'air qu'on veut prendre des décisions majeures. On va commencer par analyser la décision de la Russie de transporter les armes nucléaires, on va les appeler des armes moyennes, hein, n'est-ce pas? En Biélorussie, ça veut dire proche de la frontière avec l'Ukraine. C'est un moyen de pression supplémentaire. Tout à fait, tout à fait. Et j'aimerais juste pour le bien de vos auditeurs, lorsqu'on parle d'armes, vous dites moyennes, on pourrait dire de portée moyenne. En fait, c'est surtout une question de distance, de capacité, là, de rayon d'action de ces armes nucléaires. Mais des armes nucléaires, ça reste des armes très importantes et qui ont une capacité de destruction quand même importante. Donc, lorsqu'on parle d'armes de niveau moyen, évidemment, ce ne sont pas les armes les plus puissantes qu'ils soient, mais ça reste des armes donc qui pourraient faire effectivement tellement de dommages que ça peut changer le cours des opérations sur le terrain. Cela dit, j'aimerais quand même préciser qu'on n'a pas encore la confirmation de ce transfert d'armes en Biélorussie. Ça a été dit par le leader du Bélarus, là, Alexander Loukachenko, mais on n'a pas encore la confirmation que ce soit réellement le cas. Et peut-être une autre remarque que j'aimerais faire à ce point-ci aussi, c'est que l'idée de transférer des armes en Biélorussie a déjà été annoncée au printemps, au mois de mars. Donc, ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau,
Ce qui serait nouveau, cependant, c'est si effectivement le transfert d'armes avait réellement commencé, ce qui n'avait pas été encore le cas jusqu'à maintenant. Mais professeur, moi j'ai un moyen de mesurer la dangerosité des annonces faites par le Kremlin. Et cette manière, c'est tout simplement comment l'Occident reçoit l'annonce qui est faite. Parce que ce type de choses-là, dans une guerre aussi importante, ne devrait pas être rendu public, devrait faire partie de stratégie militaire. Alors, lorsqu'on annonce ça, j'ai l'impression, et surtout lorsque de l'autre côté, les Occidentaux n'en font pas plus et que de cas avec cette annonce, je me dis qu'il y a quelque chose à analyser là. C'est peut-être davantage pour faire peur le monde. Tout à fait. Donc, vous avez raison. L'idée d'utiliser des armes, enfin, l'utilisation des armes atomiques peuvent être de deux manières. On peut les utiliser en les lançant contre une cible, bien sûr, mais on peut les utiliser simplement en les déployant ou en menaçant de les utiliser. Et c'est une forme d'utilisation qui, déjà en soi, fait craindre beaucoup et a des effets sur le terrain. Alors, depuis le tout début du conflit, depuis plus d'un an presque un an et demi maintenant, on craint évidemment l'usage de l'arme atomique, étant donné que la Russie est une des principales puissances nucléaires dans le monde. Jusqu'à maintenant, il y a à peu près un consensus de la part des analystes, des observateurs de la scène militaire, que la Russie ne veut pas et ne va certainement pas utiliser les armes atomiques dans son sens premier, c'est-à-dire de le lancer contre des cibles. Mais de l'utiliser comme moyen de pression pour faire peur, comme moyen de terreur, certainement, la Russie a agité le drapeau de l'usage du nucléaire de différentes façons depuis le début de ce conflit, que ce soit par des attaques sur les centrales nucléaires en Ukraine, que ce soit par la menace de déploiement d'armes atomiques. Et donc, de différentes façons, le Kremlin a eu recours à un discours qui faisait place à un possible usage de l'arme atomique. Mais généralement, on s'entend pour dire que l'arme atomique est surtout une arme de dissuasion et la Russie n'aurait pas l'intention de l'utiliser à moins que la survie du régime ou la survie de la Russie, l'État même, soit remise en question. Alors, le conflit, pour l'instant, se déroule en Ukraine exclusivement. Il y a quelques petits débordements, on peut en parler si vous le voulez, mais reste que le conflit, c'est en Ukraine. Et l'État russe, s'il est menacé, c'est davantage par peut-être des mouvements de grogne interne, des mouvements donc en Russie de gens insatisfaits qui n'aiment pas le déroulement de ce conflit ou d'y être associés tout court et voudraient un changement de régime. Mais l'État russe n'est certainement pas menacé par l'Ukraine actuellement et donc il serait très hautement improbable que la Russie fasse usage des armes atomiques. Alors, supposons le problème résolu en mathématiques, il dit souvent ça, je déteste ça, le problème n'est pas résolu, mais on suppose le problème résolu dans le sens que la Russie veuille aller de l'avant et veuille utiliser les armes, ne serait-ce que les armes stratégiques comme on les appelle, n'est-ce pas? Est-ce que l'Occident, qui a conduit l'Ukraine là où est rendue cette guerre, qui n'est pas perdue encore pour l'Ukraine, qui n'est pas gagnée pour la Russie au moment où on se parle, pourrait abandonner, et surtout l'Occident, mettons-en, qui a toujours dit nous supporterons l'Ukraine jusqu'au bout, jusqu'à la fin de toute la fin de cette guerre, etc., pourrait donc abandonner l'Ukraine à partir du moment où la Russie fasse usage de l'arme atomique dont d'autres pays de l'Occident disposent aussi. Oui, mais c'est un scénario très improbable.
Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. D'abord, les armes dont on parle, ce sont moins des armes stratégiques que des armes plutôt tactiques, donc qui sont à plus court rayon d'action. Pour les armes, disons, stratégiques, on parle davantage d'armes, des missiles intercontinentaux. Et ce n'est pas le type de missile qu'on parle de transférer à la Biélorussie en ce moment, mais plutôt des armes là, de plus petite portée. Quoi qu'il en soit, l'usage de l'arme atomique est relativement improbable. Il faut savoir qu'on a dit beaucoup de choses sur cette guerre, sur la volonté du Kremlin, sur la volonté de Vladimir Poutine, sur le fait qu'il est peut-être un peu fou, qu'il est peut-être malade. On spécule beaucoup sur les prises de décision entourant cette guerre. Mais une chose est sûre, même s'il faut être dans un état un peu radical pour lancer cette guerre, Vladimir Poutine n'est pas fou, au sens où il a perdu tout contrôle de sa raison et pourrait se mettre à donner des ordres d'utiliser cette arme ultime. J'en serais extrêmement surpris. Il faut voir aussi que si une arme atomique était utilisée en Ukraine, les répercussions ne seraient pas seulement qu'en Ukraine, mais avec ne serait-ce que les vents dominants ou avec les possibilités de contamination, le sol russe pourrait lui-même être victime donc de l'utilisation d'une arme atomique en Ukraine. Donc, ceci rend encore moins probable l'utilisation de cette arme. Et enfin, si on parle d'utilisation de cette arme vers d'autres capitales, vers d'autres pays qui soutiennent l'Ukraine, ce serait un élargissement considérable de ce conflit et ce serait pour la Russie une décision qui serait un peu une mise à mort de leur régime parce que la capacité de réplique des pays de l'OTAN, les pays qui soutiennent généralement l'Ukraine, ne se ferait pas attendre et pourrait être assez dévastateur pour la Russie. Donc, pour toutes ces raisons, je crois bien que c'est purement spéculatif présentement et très peu probable. Ce qu'il faudrait aussi considérer, c'est que les pays membres de l'OTAN ont depuis longtemps fait en sorte de bien lancer le message à la Russie que leur intention n'est pas du tout d'attaquer la Russie et que c'est un conflit qui n'est qu'ukrainien, bien qu'ils soient intéressés ou qu'ils soutiennent l'Ukraine, aucune de leur intention est d'attaquer la Russie et de se joindre à ce conflit. Mais ce qu'on constate, professeur, c'est que non seulement le président américain l'a dit, nous voulons arriver à épuiser tout le stock, à faire en sorte que les Russes utilisent tout leur stock de manière à ce qu'ils ne peuvent plus recommencer à attaquer un des pays membres de l'OTAN, n'est-ce pas? Et on le voit dans les faits. Chaque fois qu'on arrive à un niveau où ça stagne pour les Ukrainiens, eh bien, on monte, on donne l'arme demandée. Qui aurait dit que on accorderait des F-16 à l'Ukraine? Ça, c'est décidé. On va accorder des F-16. Maintenant, si on arrive encore un peu plus loin avec des armes stratégiques nucléaires, professeur, je verrais très mal l'Occident à laisser, si jamais, vous avez tout à fait raison de dire c'est spéculatif, mais on en parle. Et c'est souvent Vladimir Poutine lui-même qui parle d'utilisation d'armes de dernier recours, n'est-ce pas? Alors donc, si jamais on utilise cette arme-là, je verrais très mal l'Occident à laisser l'Ukraine perdre la guerre et après avoir fait tant de promesses d'aider l'Ukraine jusqu'au bout. Oui, alors ça fait partie évidemment du discours, mais pour l'instant, le geste a toujours joint la parole, c'est-à-dire qu'on a soutenu effectivement l'Ukraine par toutes sortes de dons, de matériel, d'armes, de soutien économique, humanitaire et sous d'autres formes. Donc oui, effectivement, l'Occident, de façon générale, est un peu commise à soutenir l'Ukraine, mais c'est aussi une part de discours où on
veut s'assurer que le message se rende en Russie et que c'est une façon pour nous de faire pression sur le régime russe pour qu'il mette un terme à cette guerre, pour que le Kremlin ait l'impression qu'il n'y a pas de victoire possible. Mais ce qui est important aussi, c'est pour s'assurer de la bonne conduite du Kremlin, que la Russie ou que le Kremlin n'ait pas l'impression qu'il soit menacé comme tel. Perdre la guerre est une chose, mais que l'État russe soit remis en question, soit victime de cette guerre, en est une autre. Alors, les États occidentaux font tout ce qu'ils peuvent pour faire pression sur le Kremlin sans donner l'impression que la Russie elle-même est attaquée pour éviter justement qu'on ait recours à des solutions aussi extrêmes. Mais vous avez raison de le mentionner. Depuis le début du conflit, on a assisté progressivement à une escalade dans les moyens. Au tout début du conflit, si vous vous souvenez bien, au Canada, par exemple, on parlait de donner des casques et des vestes par balles aux soldats ukrainiens pour les aider, pour les équiper. On parlait d'équipements non létals. Et progressivement, on a augmenté les moyens militaires jusqu'à offrir des chars. On parlait de ça cet hiver. Et là, maintenant, on parle des avions. Donc, effectivement, il y a une progression dans les moyens mis en œuvre. Éventuellement, si l'Ukraine avait accès à tout le spectre des armes possibles, on pourrait aller jusqu'à l'arme nucléaire, mais l'arme nucléaire n'est pas considérée dans aucun des scénarios sérieusement de la part des chancelleries occidentales pour l'instant. Maintenant, professeur, dernier point, c'est cette contre-attaque, contre-offensive de l'Ukraine. Est-ce que ça vient? Est-ce que on est déjà là-dedans ou est-ce qu'encore ça fait partie de la rhétorique? Alors, je n'ai pas la réponse à votre question. C'est-à-dire qu'on en parle depuis des semaines, voire des mois, qu'on dit que l'Ukraine prépare une contre-offensive, que pour pouvoir mener cette contre-offensive, l'Ukraine n'est pas prête car elle a besoin d'armes supplémentaires, des munitions surtout, mais aussi certains équipements. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a quand même une croissance des activités militaires depuis quelques semaines. Si l'Ukraine a perdu à toute fin pratique la ville de Bakhmout, qui a été l'objet d'un conflit d'une intensité très grave depuis l'été dernier. Donc, le principal point chaud de cette guerre était concentré à Bakhmout depuis plusieurs mois. Alors, si cette ville est tombée aux mains des Russes, il y a encore un petit doute là s'il n'y avait pas encore quelques rues ou quelques bâtiments qui sont encore tenus de façon héroïque par certains Ukrainiens. Mais qu'elle soit tombée ou pas, cette ville, dans les environs de cette ville, l'Ukraine a déjà commencé à reconquérir certains villages et certaines voies d'approvisionnement pour l'armée russe dans la région. Et on observe aussi qu'il y a des débordements de ce conflit, même sur le territoire de la Russie, dans la région notamment de Belgorod, où des attaques ont lieu depuis maintenant près d'une semaine, 5 jours en fait. Donc, effectivement, c'est peut-être le début de la contre-offensive, ou ce ne sont que des soubresauts de ce conflit, et la fameuse contre-offensive viendra un peu plus tard. Pour l'instant, on n'a pas la réponse à cette question davantage que des activités militaires s'intensifient du côté ukrainien, certainement, mais est-ce que c'est le début de la contre-offensive ou c'est ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, donc un peu de bruit à droite, à gauche, pour confondre l'ennemi et donner l'impression qu'on mène une opération, mais dans le fond, on attend le moment stratégique, le moment le meilleur pour avoir le maximum d'effet dans sa contre-offensive. Professeur, dernière question, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'en avais là. Est-ce que c'est pas à tort qu'on dit que Vladimir Poutine, c'est l'homme fort de la situation, l'homme de la situation, lorsqu'on a vu sur la scène, et c'est ça qui me fait penser que peut-être Vladimir Poutine a des ordres à recevoir de la part de généraux militaires, n'est-ce pas?
lorsqu'on a vu sur la scène publique Prigojine face aux généraux et qui critiquait, etc., Vladimir Poutine ne semble pas avoir le dernier mot sur le maintien de cette guerre, la trajectoire que doit prendre cette guerre lorsqu'on parle d'utiliser certaines armes. Est-ce que Vladimir Poutine serait l'homme, le dernier à consulter avant d'aller dans telle ou telle direction de cette guerre, selon vous? Je crois que oui. Alors, vous avez raison de mentionner qu'il y a autour de lui des généraux, ministres de la Défense, le chef d'état-major et aussi le chef de la milice Wagner, donc Prigojine, qui ont étalé au grand jour leurs différends, ils l'ont étalé sur la place publique. Et il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites. Mais ça montre un peu que au sein de l'équipe russe, dirigeante russe, ceux qui coordonnent cette guerre, il y a des divisions et qu'on ne parle pas d'une voix unique. Mais il reste que le principal preneur de décision, ça reste Vladimir Poutine dans un régime qu'il a mis en place au cours de ces 20 dernières années et où il a véritablement concentré le pouvoir dans ses mains. Alors, c'est quand même lui qui est l'arbitre ultime pour les décisions, disons, stratégiques. Et on peut le voir aussi à certaines décisions qui, sur le terrain, faisaient peut-être très peu de sens d'un point de vue de militaire, c'est-à-dire cette attaque contre Bakhmut dont on parlait il y a quelques instants, où des dizaines de milliers de vies auraient été consacrées pour la prise de cette ville. Écoutez, pour une ville qui a très peu d'envergure stratégique et qui ne permettait que d'affirmer une seule chose pour les Russes. Nous avons gagné à un endroit. Après avoir subi des rebuffades au cours des derniers mois, à l'automne dernier, la Russie avait besoin d'une petite victoire en quelque part pour montrer qu'il peut marquer des points. Alors, si le seul but est de dire on ne fait pas que perdre, on est capable de gagner dans certaines localités, c'est un coût très cher payé et certainement pas une décision que des militaires avisés auraient pris seuls. Et c'est davantage pour satisfaire l'élite politique et Vladimir Poutine que toutes ces opérations ont eu lieu autour de Bakhmut. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est quand même lui qui prend les décisions ultimes, mais évidemment pas les décisions sur le terrain. Là, chaque opération, évidemment, il y a toutes sortes d'autres décideurs militaires qui mènent ces opérations qui doivent être sur le terrain pour les prendre, ces décisions. Mais Vladimir Poutine est celui par qui passent les décisions, effectivement. Pierre Jolicoeur, professeur de sciences politiques et vice-recteur associé à la recherche au Collège militaire royal du Canada. Je vous remercie, mais je m'excuse aussi d'avoir forcé la note. Professeur, ça fait tellement longtemps. Merci. Oui, pas de problème. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. À vous aussi, professeur. Merci. Au revoir. Merci bien. Au revoir.